Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis, pour un Ezogma à quoi tu joues. On va parler de jeux quand même franchement sympas. Certains ont déjà été présentés sur la chaîne. On va parler de Vengeance, Roll and Fight, épisode 2 des Fiefs de Nordbois, Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure. Ça, c'est pour les jeux dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et on va parler pour la première fois du Mur d'Adrien, oui, j'y ai enfin joué. Et également d'un petit jeu uniquement solo, jamais sorti en France, mais disponible quand même en import sur Philibert, Coffee Roaster. N'hésitez pas à aller sur la timeline de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse si les 5 ne nous intéressent pas. Et puis, on va commencer tout de suite avec Vengeance Roll and Fight épisode 2 à l'heure où je tourne la vidéo. On est jeudi soir, juste après le match de rugby de la France. Même si c'était ok la Namibie, on s'est quand même régalé. Et la vidéo est sortie à 17 h. Pour l'instant, c'est un démarrage un peu timoré, mais les quelques commentaires qui sont sur la vidéo semblent dire que c'est un jeu assez méconnu. Vous n'aviez pas entendu parler de ce jeu, donc c'est avec plaisir qu'on va en reparler. C'est un jeu de David Turzi, Noraly Lubers, Gordon Calleja et illustré par je ne sais pas, édité ou en tout cas localisé par Don't Panic Games. Et ce jeu, en fait, ça va être un roll and write frénétique, en tout cas si vous jouez en solo, parce que les deux modes sont assez différents. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu dans lequel on va se venger de qui, de quoi, comment, pourquoi. C'est un nanar d'action, on est là pour se bastonner, pas pour comprendre pourquoi. On va avoir dans cette boîte 4 héros différents, on va avoir 9 boss différents et on va avoir 8 plateaux de jeu différents qui vont des terrains différents, un casino, un chalet à la montagne, un bunker. Je vous dis un peu des bêtises parce que j'ai pas fait tous les tableaux, mais forcément ça va modifier un petit peu la disposition des lieux. Une fois que vous avez choisi votre personnage qui va avoir tout un set de compétences, de coups bien particuliers qui vont jouer sur des mécaniques un peu différentes, notamment dans cette boîte, celui que j'aime beaucoup, c'est le prêtre, c'est celui qui est justement dans la vidéo, qui lui va plutôt accumuler des dégâts, prendre des coups pour, grâce à la grâce de Dieu, et bien être un peu en mode berserker, tout renvoyer dans la tronche des adversaires. C'est assez sympa, il a aussi du coup des objets bien à lui, mais les 4 personnages vont être très différents, certains qui vont être plutôt sur l'action, certains sur l'esquive, certains sur la vitesse. Franchement très sympa, et vous allez avoir tout un gros paquet de dés et vous allez pouvoir lancer ces dés à volonté ou presque pendant un timer très très court qui va être de moins d'1 minute. Alors ça dépend en quel mode de difficulté on va jouer, mais ça va être ultra frénétique. On va lancer 4 dés par garde dés. Si jamais il y a des gouttes de sang, ces dés là on ne peut pas les relancer, donc on est limité. Par contre, dès qu'on a mis ces dés sur une des compétences qui va être sprintée, donner un coup de poing, donner un coup de poignard ou charger, ou une de nos compétences qu'on aura débloquées, eh bien on peut relancer une de ces gouttes de sang. Je parle un peu vite parce que quand on est dans l'ambiance du jeu, c'est ultra frénétique. La première partie, vous allez faire de la merde, vous allez jouer en facile, vous allez pas connaître suffisamment les combinaisons de dés pour être efficace, mais rapidement, vous allez pouvoir faire pas mal de choses alors que votre chronomètre ne sera que de 40 secondes. Vous allez quand même pouvoir réussir, 40 secondes, je sais plus, vous allez quand même pouvoir réussir à faire pas mal de choses et on est vraiment dans l'ambiance. Une fois que le chronomètre est terminé, on souffle un coup, on utilise toutes les compétences qu'on a activées pour se déplacer sur notre plateau, pour aller tuer les adversaires, essayer de tuer le boss, valider des petits objectifs qui vont être de vider un certain nombre de coffres, de tuer un certain nombre de personnes, d'aller dans certaines salles, histoire de faire du scoring, puisqu'à la fin des 3 manches de jeu, vous allez compter vos points et il va falloir essayer d'atteindre un certain objectif qui n'est franchement pas si facile que ça. Il y a du challenge et bien, ça marche franchement bien. Moi, j'aime pas les jeux où je suis pressé. Le défi de l'arène, je trouvais ça rigolo, mais ça me stressait un petit peu quand même ce chronomètre. Mais là, finalement, si vous retirez le chronomètre, je pense que le jeu perd toute sa saveur et c'est ce qui se passe en multijoueur. En multijoueur, on va tout jouer en même temps, mais on va relancer nos dés, on va réfléchir, on va pouvoir relancer nos dés. Il n'y a aucune question de chronomètre, forcément, parce que si on joue à 5 autour de la table et que tout le monde doit mettre son chronomètre, et que tout le monde va parler en même temps, va stresser, etc., c'est injouable, on ne va pas s'en sortir. Il y a un chronomètre qui sonne, est-ce que c'est le mien, est-ce que c'est celui du voisin? On ne peut pas, mais clairement, le jeu est beaucoup plus fun et beaucoup plus stressant quand on joue en solo. D'autant plus que c'est un jeu multijoueur, mais chacun va avoir un personnage différent, un boss différent, un lancer de dés différent et un plateau différent. Donc finalement, en multijoueur, on joue chacun à notre score, à notre jeu dans notre coin, et on va comparer nos scores, mais qui finalement n'auront aucun rapport, puisque ce sont des jeux totalement différents. Donc c'est clairement un jeu solo, mais on ne peut pas mettre multijoueur, on ne peut pas mettre uniquement solo sur un jeu, c'est beaucoup moins vendeur. Mais c'est franchement très sympa, il y a du stress, il y a une belle rejouabilité, parce que les boss vont être différents, les plateaux un petit peu différents, les personnages très différents. C'est un épisode 2, mais en fait l'épisode 1, c'est le même jeu, exactement les mêmes règles, c'est juste que vous aurez d'autres plateaux, d'autres boss, d'autres personnages. Donc vous pouvez carrément acheter les 2 boîtes, vous faire plaisir, faire des crossovers. Moi, c'est une boîte que j'ai eue par l'éditeur
mais je pense clairement m'acheter l'épisode 1 parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir encore plus de personnages. Donc franchement, une belle découverte. Allez voir ma vidéo pour en connaître, en savoir un petit peu plus et savoir si ça peut vous plaire. Alors bien sûr, il ne faut pas être cardiaque parce que ça va être très stressant. Ensuite, Coffee Roaster, un jeu uniquement solo, jamais sorti en France, mais trouvable sur Philibert, c'est de l'import anglais/allemand, un jeu de Sahashi, parce que c'est au départ un jeu japonais, un jeu dans lequel on va torréfier, on va faire son propre café. Alors moi, j'aime absolument pas le thème, enfin, j'ai rien contre le thème, mais j'aime pas le café, je trouve pas ça bon, donc j'y connais rien, donc j'y suis pas allé pour le thème, j'y suis allé parce que j'ai vu une vidéo sur ce jeu sur la chaîne Carnet de Jeu, une chaîne que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez en savoir plus sur le jeu, allez voir la vidéo qui en plus n'est pas trop longue, qui est assez intéressante dans ce jeu. Ça va être une sorte de backbuilding. On va vouloir faire notre café. Pour faire du café, il faut des grains de café. Ces grains de café, on va les torréfier pour atteindre les saveurs, les arômes optimales pour faire tel café. Je ne pourrais pas vous dire les noms des cafés, j'en connais aucun, mais il y en a quand même un bon paquet. Vous prenez une carte défi, une carte café, ça va vous dire de mettre un tel nombre de jetons dans un petit sac et à chaque tour, vous allez tirer un nombre défini de jetons. Ces jetons, ça va être des grains de café, souvent. Vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose, par contre vous allez avoir des arômes qui sont des jetons de couleur. Ces jetons de couleur, vous pouvez les mettre sur votre petit plateau personnel pour activer des pouvoirs qui vont être par exemple de scinder de grains de café, un 4 en faire un 2, ou alors les fusionner, un 2 et un 1 pour faire un grain 3, ou alors de supprimer des jetons néfastes parce que vous allez souvent piocher des jetons un petit peu méchants qui vont vous faire des points négatifs en fin de partie, donc il va falloir essayer de les épurer. Et à la fin du tour, tous les jetons grains de café que vous allez prendre vont être torréfiés. Donc les 0 vont devenir des 1, les 1 vont devenir des 2, les 2 les 3, les 3 les 4, et les 4 vont devenir des grains brûlés, donc des points négatifs en fin de partie. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre sac soit optimal. Quand c'est le cas, vous arrêtez de faire la phase de torréfaction, vous allez à la phase où vous faites votre café, c'est-à-dire que vous avez une petite tasse. Sur votre petite tasse, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 place, donc vous allez tirer 10 jetons de café dans votre sac et vous les placez. Vous allez pouvoir en défausser certains, les mettre dans votre petite coupelle, mais sur la coupelle il n'y a que 3 places, donc vous ne pourrez défausser que 3 jetons. Et quand votre café est plein, bah vous comptez les valeurs 1, plus 2, plus 3, plus 1, plus 0, et vous regardez la somme. Et vous savez d'avance sur votre petite carte objectif que, eh bien, en fonction de la valeur qu'il y aura dans votre café, vous allez faire plus ou moins de points. Et en fait, c'est une courbe de Gauss, c'est-à-dire que l'objectif, par exemple, ce sera d'avoir 10 points de saveur. Si vous avez 10 points de saveur, bah, vous avez 15 vrais points de victoire. Par contre, si vous avez 9 points de saveur, vous n'avez que 12 points de victoire. 8 points de saveur, 7 points de victoire. Moins de 3 points, moins de 5 points de saveur, 0 points. Et pareil, si on dépasse la valeur optimale, eh bien les points vont chuter. Donc il va vraiment y avoir une zone où on va essayer de s'insérer. C'est pour ça que c'est à nous de pousser notre chance, de prendre le risque. Est-ce que je continue de torréfier pour avoir des valeurs un peu plus grandes parce que j'ai encore des grains de café qui vont me faire des points négatifs? Mais si je torréfie trop, j'aurai que des valeurs de 4 dans mon sac et que du coup ça va totalement bousiller mon café qui sera trop riche, trop fort. Il y a d'autres moyens de scorer avec certains arômes qu'il va falloir ajouter en certaines consistances, etc. Mais le gros du jeu, ça va être de prendre le risque de est-ce que je torréfie encore un petit peu? Est-ce que mon sac a l'air pas mal? Est-ce que j'ai un petit peu de tout pour réussir? Il y a des petits pouvoirs qu'on peut activer, il y a des petites améliorations de tasses qu'on peut activer. C'est assez sympa. Ça, si vous le faites en mode normal, bah à la fin de votre café, vous regardez vos points et c'est fini. Généralement, on va faire un mode campagne, c'est-à-dire qu'on va enchaîner 3 cafés de suite. Vous commencez par un café de type 1, puis un café de type 2, puis un café de type 3. Sauf que dans chacun de ces types, il y a des niveaux de difficulté. Et en fonction du score que vous avez obtenu sur votre café, eh bien ça va vous dire, pour le café précédent, vous allez pouvoir prendre un expert, un moyen ou un facile. Forcément, plus le café est dur, plus il va vous rapporter des points. Donc idéalement, vous faites de l'expert partout parce que vous avez fait des gros points. C'est assez sympa. Une partie, c'est peut-être un poil long. Il s'est écrit entre 10 et 30 minutes. Si vous faites vraiment une accumulation de 3 cafés, on va quand même arriver sur l'heure de jeu. C'est peut-être un petit peu longué quand même. J'aurais bien vu ça quand même un quart d'heure plus court. Peut-être que je ne suis pas encore assez doué sur la réflexion sur mes jetons. Pour l'instant, je réfléchis encore pas mal. Et c'est peut-être un petit peu long, mais c'est quand même sympa d'enseigner chez ces 3 cafés. Franchement, c'est un très bon jeu solo. Clairement, je pense qu'il faut que ça sorte en France. Alors, c'est sorti maintenant, il y a quand même, je crois, 2 ans en import et toujours pas de nouvelles en français. Je ne sais pas qui s'y intéressera, forcément c'est du solo donc ça attire un peu moins, mais franchement c'est très sympa et c'est disponible sur Philibert, donc allez-y si ça vous intéresse et allez voir la vidéo de Carnet de Jeu parce que moi je pense que je ne ferai pas de vidéo, sa vidéo est très bien et je ne vais pas lui piquer le public qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait au pluriel. Ensuite, j'ai joué, j'ai même fait la campagne, j'ai fini le jeu du Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure, un jeu dans lequel on va retracer l'histoire du film. Plus le film que le livre parce que les personnages sont à l'effigie des acteurs.
reconnaît très bien sur les figurines. Certes, elles ne sont pas peintes, elles sont monochromes, mais on reconnaît quand même bien les personnages. C'est un jeu pour les fans, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu pour ceux qui vont découvrir parce que l'histoire est très brièvement résumée, mais ça ne sera pas suffisant pour vraiment s'immiscer, s'intégrer dans l'histoire et tout comprendre. Ceci dit, on va voir une campagne en 8 chapitres. C'est assez bref quand même, mais les 8 moments forts du film, comme notamment les mines de la Moria avec le combat contre le Balrog et le troll des cavernes, c'est la partie que j'ai fait en vidéo. Et sur ces plateaux, vous allez avoir à gauche tout des règles, parce que le livret de règles, c'est 2 pages, ça vous dit globalement, lisez ce qui est écrit sur le bouquin. Et bien ça vous explique des règles, parce que chaque plateau, il va y avoir un petit gimmick de règles un peu particulier qui va faire que ça va être un casse-tête un petit peu différent. Vous lisez vos règles, et vous lisez à droite les objectifs que vous allez devoir faire. Et puis c'est un jeu coopératif. On va tous jouer chacun notre tour, mais on va tous pouvoir contrôler tous les personnages, toutes les figurines, tous les personnages ou les héros de la communauté de l'anneau qui sont sur le plateau. Et à chaque tour, on a le droit à 0 jusqu'à 2 points de mouvement. Donc soit je déplace 2 héros d'une case, soit je déplace un héros de 2 cases, d'une case, ou voire pas du tout. Et puis après, j'ai des cartes en main avec, je crois, 6 symboles différents. Je peux défausser une carte pour me déplacer d'une case supplémentaire. Mais souvent, je vais garder ces cartes parce que ces cartes, ça va pouvoir me permettre de valider des objectifs ou de faire des actions. Par exemple, sur un plateau, ça va vous dire, si vous êtes arrivé pile à cet endroit-là, vous êtes contre un gobelin. Pour battre le gobelin, il faut défausser une carte de telle couleur, avec telle icône. Vous le faites, vous tuez le gobelin. Ou alors, vous êtes contre le Balrog. Pour avancer, lutter contre le Balrog, il faut défausser une carte magie et une carte ténèbres. Je ne trouve plus les noms précis. Donc ça va être un jeu où vous allez balancer vos cartes pour avancer un peu plus vite, mais les garder pour pouvoir faire des actions. C'est game over si le petit paquet aventure, parce que l'adversaire va vous mettre des bâtons dans les roues, il va invoquer des nouveaux gobelins, il va vous faire des dégâts, il va vous ralentir. Si ce petit paquet, ce petit deck est fini, c'est terminé. Donc vous avez quand même pas autant de temps que ça, il va falloir vous presser, il va falloir prendre des risques. Et puis ce qui est très sympa, la grosse particularité, c'est que vous avez l'anneau unique. L'anneau unique, il est présent en 10 exemplaires, je crois, je ne sais plus, mais c'est une carte joker. Ça peut mimer n'importe quelle autre source, donc ça va vous dépanner pas mal. Et puis surtout, sur chaque plateau, il y a un pouvoir anneau qui va vous permettre d'avoir un bel avantage, mais c'est risqué parce que quand vous utilisez l'anneau, Sauron vous voit et vous avancez sur la piste de corruption. Cette piste-là n'est jamais réinitialisée au cours de la campagne. Donc si à la fin du premier niveau vous êtes à 4, vous commencez le deuxième niveau à 4. Et si vous arrivez à 16, c'est game over. Donc il va falloir vraiment se dire, est-ce que je mise tout? Est-ce que je fais avancer cette corruption? Ou est-ce que je peux un petit peu me détendre et ne pas l'utiliser? Parce que si vous perdez un niveau, pas de souci, vous pouvez le recommencer. Mais la corruption n'est pas non plus réinitialisée à ce qu'il y avait au début de la première partie. Donc franchement, il va falloir faire gaffe. Ceci dit, c'est un jeu qui est quand même plutôt familial, c'est un jeu qui est assez simple. Moi, j'ai réussi toutes les missions du premier coup. Alors c'était souvent tendu, ça s'est joué à pas grand chose, mais j'ai réussi sauf la dernière mission que j'ai dû recommencer, et donc finalement j'ai réussi sans être trop limité pour la corruption. C'est un jeu qui fait pas mal penser à Miller Zoo dans l'idée de défausser des cartes. C'est très simple, c'est très accessible, ça va prendre un public qui va être attiré par la licence, mais plutôt novice en jeu de société pour l'intégrer. Un jeu coopératif pour intégrer des gens dans le monde multijoueur, c'est pas mal, dans le mode des jeux de société plutôt, parce que ça permet à quelqu'un d'un peu plus expert d'accompagner. Mais c'est un jeu finalement assez court, il n'y a que 8 chapitres, donc finalement un chapitre c'est assez bref, c'est 20 à 30 minutes. Donc en 3-4 heures vous avez fait le tour du jeu, en plus il y a peu de rejouabilité parce que les niveaux, une fois que vous l'avez fait, si vous le refaites, ça sera exactement le même, il n'y aura pas d'objectifs variés. Donc quand on a fini, on n'a pas vraiment envie d'y retourner, ou peut-être quelques mois après. Mais les niveaux sont plaisants, à chaque fois il y a un petit gimmick, ça va être un petit casse-tête différent, parce que ça va être un système de déplacement un peu différent. Dans certains, je ne vais pas vous spoiler, mais le jeu est plaisant, mais trop court, peut-être un petit peu trop facile, et surtout on n'a pas envie d'y retourner après, quoi. Donc c'est un jeu que vous allez acheter, qui n'est pas trop cher pour un jeu à licence, mais une fois que vous l'aurez acheté, vous allez probablement le revendre, ou alors si vous êtes collectionneur, vous n'avez pas de problème de place, vous allez laisser dans une armoire. Mais voilà, ça ne va pas être un jeu qui va avoir une durée de vie illimitée chez vous. C'est un jeu qui va se trouver assez rapidement, je pense, d'occasion, et que vous pourrez profiter. Et dans ce cas-là, vous allez passer un bon moment, et puis vous allez le revendre pour quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux vous dire du Seigneur des Anneaux. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, il y a une partie qui a été tournée, qui est sur la chaîne, qui marche plutôt bien, forcément, Seigneur des Anneaux. Ça fait cliquer, et en plus, ma partie est plutôt agréable à regarder, parce que j'ai plutôt bien joué. Ensuite, le gros bébé au niveau du poids, j'ai enfin joué au Mur d'Adrien. Alors le Mur d'Adrien, c'est le jeu qui souffre du syndrome The Last of Us. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, The Last of Us, c'est un jeu qui est sorti sur PS3 il y a maintenant 2013, non pas 2013, ouais, bref, il est sorti un petit moment. Et, peu importe, c'est pas le sujet. Et c'est un must-have, tout le monde disait qu'il était énorme. Moi j'ai mis
quasiment 10 ans avant d'enfin y jouer, et forcément c'était une grosse claque. Bah là c'est pareil, le mur d'Adrien, ça fait peut-être 1 an et demi, voire 2 ans qu'il est sorti, tout le monde dit c'est le meilleur Flip and White qui est jamais sorti. Il était en rupture de stock, je ne voulais pas acheter d'occasion parce qu'il était au bon prix du neuf, j'ai attendu la réédition en juin, et j'ai attendu que le mois de septembre pour enfin me lancer dedans, et effectivement c'est la claque attendue, aucune déception, c'est le meilleur Flip and Write jamais sorti, il n'y a pas de discussion. C'est un jeu Pixie Games de 1 à 6 joueurs, fait par Bobby Hill, illustré probablement par le frère de Sam Phillips, donc c'est Sam Phillips, c'est pas écrit. Il reconnaît son style un peu numérique, pas très joli, il faut se le dire. C'est un jeu solo. C'est écrit 1 à 6 joueurs. Alors 1 à 6 joueurs, c'est un petit peu un truc de bâtard parce que du coup, vous avez le matériel pour 6 joueurs. Qui va jouer à 6 joueurs? Personne. Il y a très très peu d'interaction. Un tout petit truc qui peut faire qu'on peut aller donner un meeple à quelqu'un d'autre pour récupérer une ressource différente, mais c'est vraiment anecdotique. En plus, on va avoir un deck différent, un tirage de cartes différent. En fait, notre partie va être totalement différente, donc un peu comme Vengeance Roll and Write, comparer nos scores alors qu'on n'a pas la même partie, c'est un petit peu bidon, j'ai envie de dire. Alors si on a un petit peu la même partie quand même, on a les mêmes ressources en début de tour, mais clairement on joue pas au même jeu. Et puis personne va jouer à 6, par contre du coup on a le matériel pour 6, donc ça alourdit la boîte et ça alourdit aussi le portefeuille. Nous qui jouons tout seul, parce que c'est vraiment un jeu solo, faut se le dire, bah ça fait un peu cher pour le jeu. Mais il est excellent. Vous allez d'abord tirer une carte qui va vous dire, pour ce tour-là, vous avez ces meeples et ces ressources-là, et basta. Pas tout à fait, mais bref. Ensuite, vous avez un petit deck personnel qui est composé de 12 cartes, vous en tirez 2. Sur ces cartes, il va y avoir des ressources que vous pouvez avoir pour la manche, mais également un scoring de fin de partie. Vous allez choisir une des 2 cartes pour être votre scoring que vous scorerez en fin de partie, et l'autre, vous gardez pour les ressources. Et ensuite, bah, c'est parti, vous voyez comment vous allez utiliser ça sur vos 2 fiches. Ça fait un peu peur la première fois, il y a beaucoup d'informations, mais clairement, les règles sont d'une fluidité exemplaire. J'avais un peu peur, je crois que c'est 20 pages de règles, je me dis, ça va être beaucoup trop long. Pas du tout, tout est clair, on ne revient jamais aux règles. En fait, c'est très simple, il y a juste à lire ce qui est écrit sur les feuilles, l'iconographie est vite attrapée, et tout simplement, eh bien, vous allez avoir 4 types de meeples qui vont vous permettre de jouer sur des grilles différentes. Les bleus, je crois que ce sont les bâtisseurs, ils vont vous permettre d'avancer, de créer, de construire le mur. Les noirs, ce sont les légionnaires, ils vous aident à construire le mur, mais aussi à affronter les barbares. Les rouges, je ne sais plus ce que c'est, mais ils vous aident sur une partie aussi. Et les jaunes, ce sont les civils, ça va plutôt être sur la fiche de droite, qui eux vont vous permettre d'améliorer plein de choses, des théâtres, des arènes de gladiateurs, un marché. Sur cette fiche-là, vous n'allez clairement pas pouvoir tout faire, il va falloir s'orienter sur 1 ou 2 axes. Mais ce qui est très sympa, c'est que tous ces axes sont assez faciles à comprendre et semblent tous suffisamment efficaces pour faire des bons scorings. Mais c'est surtout un jeu à combo, c'est-à-dire que vous allez dépenser un meeple jaune pour aller cocher une case peut-être dans la parted, ce qui va vous permettre de récupérer un bâtisseur, un ouvrier bleu. Donc vous avancez sur votre mur qui vous permet de récupérer un civil et qui va vous permettre du coup d'avancer dans un truc qui vous permet d'avoir une brique, qui vous permet d'augmenter votre défense contre les barbares. C'est du combo très clair parce qu'il y a juste à voir l'iconographie et chercher où est-ce qu'il y a cette iconographie. La première partie est peut-être un petit peu hasardeuse, on ne sait pas trop quoi faire, mais ça va comme assez vite. Et c'est un beat your own score, donc au bout de quelques parties, vous êtes un petit peu rodé. Et là, dans cette version, alors au départ, c'était que des maths, du digitalisé, il y avait une campagne. Maintenant, dans cette édition, la campagne solo est dedans. 16 niveaux différents avec un objectif, un scoring, souvent atteindre 70 points, plus quelque chose de plus à réaliser, quelques petites règles particulières et un petit peu de challenge parce que le premier niveau, j'ai mis 3 essais à le réussir. Le deuxième, je suis à 2 essais pour l'instant, toujours pas réussi. Et si jamais en plus il y a un défi supplémentaire, si vous réussissez ce défi qui est quand même pas si facile que ça à atteindre, eh bien vous avez un bonus supplémentaire pour débuter la prochaine partie. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça promet quand même d'avoir une belle durée de vie, parce que déjà il y a 16 challenges et je suis loin d'avoir réussi les 16, je suis toujours aux 2. Mais c'est très plaisant, ça combote de partout. Une fois que vous avez fait une partie, le temps de jeu devient assez bref. Je suis à 40 minutes en moyenne sur une partie. Et clairement, j'ai enchaîné en 3 jours 8 parties, je crois. Vraiment excellent. Seul problème, c'est que c'est un petit peu lourd, mais c'est très très sympa. Un roll and ride, un flip and ride, pardon, on va avoir des petits meeples et tout. C'est franchement un très 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 bon jeu avec plein de bonnes idées. Franchement, jouez-y. C'est un petit peu cher puisqu'il y a le matériel pour 6 joueurs, mais ça vaut clairement le coup. Là encore, je pense pas que j'en ferai 2 vidéos sur ce jeu parce que c'est un jeu qui n'est pas récent. J'ai trop de jeux, trop de vidéos à vous faire et il y a pas mal de vidéos sur le mur d'Adrien. Donc clairement, si vous voulez voir des vidéos, allez voir par exemple celle de Vincent et Mister Lou qui est probablement la vidéo qui a le plus de vues, je pense, en tout cas pour du jeu solo.
et ça fera totalement le café. Le dernier jeu, Les Fiefs de Norbois de Will Sou et illustré par lui-même, édité par Bad Boom Games. J'ai sorti la vidéo lundi. J'avais tourné mon avis avant de faire la partie en elle-même. Et je change très légèrement mon avis par rapport à ce que je vous ai dit lundi dernier. C'est-à-dire que c'est un jeu solo, uniquement solo, de pli. Ce qui est assez original en soi. Moi, je l'ai acheté juste avant de partir en vacances et j'y ai joué, surtout en vacances. J'ai fait 4 parties pendant mes vacances, avec ma fille, avec ma compagne, etc. Et en rentrant, j'ai tourné les vidéos en faisant directement mon avis, puis après j'ai fait ma partie. Et je me suis rendu compte que jouer en vacances et jouer dans son bureau, tranquille, c'est pas exactement la même sensation que jeu. On va y revenir. Comment ça marche? Eh bien, vous avez 8 fiefs, des fiefs numérotés de 0 à 7. Ces fiefs, eh bien, vous allez avoir des chefs de clans dessus, qu'on va essayer de rallier à notre cause en dialoguant avec eux, en essayant de devenir leurs potes. Comment on va devenir leurs potes? Et bien justement, sur ces fiefs, ces numéros, c'est le nombre de plis qu'il faut avoir fait à la fin d'une manche. 0, il faut 0 plis pour le convaincre. 7, il faut 7 plis. 4, il faut 4 plis, etc. Si jamais vous réussissez, eh bien, vous marquez les points qu'il y a sur la carte, et pour gagner la partie, il faut qu'à la fin, vous ayez un certain nombre de points, 16 sur 20 en standard, 18 sur 20 en difficile et 20 sur 20 en expert, ce qui est assez compliqué. Pour ça, vous allez avoir une main de 8 cartes. Vous regardez vos cartes, vous choisissez en fonction des valeurs que vous avez, quel fief vous allez essayer de tenter. Vous avez 4 alliés pour vous aider. 4 alliés, ce sont des cartes avec un bonhomme, un animal et un pouvoir. Ça, vous pouvez l'utiliser avant chaque pli, avant d'avoir posé votre carte, avant d'avoir tiré la carte adverse. C'est des petits pouvoirs qui vont vous aider à moduler un peu votre jeu, à défausser, à récupérer des cartes, à échanger de fief, à changer de place. En gros, qui vont vous aider à moduler le hasard, à faire en sorte que votre main vous aide à gagner le plus ou le moins de plis possible pour faire vos objectifs. Et quand vous avez convaincu un chef allié de rejoindre votre cause, vous pouvez l'utiliser pour un tour, pour une manche. Ça marche excessivement bien, c'est un jeu solo de plis qui marche. Ça, il n'y a rien à en dire. Mes critiques à mon retour de vacances, c'était déjà le design. C'est un jeu de 14 ans et plus avec un design ultra mignon, des petits dessins, des petites couleurs, etc. Ce qui marche très bien auprès de ma fille qui adore regarder les cartes. Mais moi, je suis pas fan. Je vois pas pourquoi ils ont sorti ça pour un jeu 14 ans et plus, pourquoi ils ont choisi ce design. Je suis pas sûr que ça soit le thème qui attire le plus. Après, bon, passant, c'est pas moche non plus. C'est un choix. Les cartes en plastique, pratique quand on est pro de la piscine, ça prend pas l'eau, mais ça glisse, c'est pas toujours ultra pratique. Bon, passons également. Les règles sont pas toujours très claires, en plus on va utiliser ce langage créé autour de ce thème mignon et pacifiste, du coup c'est pas toujours très clair quand on n'est pas adepte des jeux de plis de comprendre ce que c'est un dialogue, etc. parce qu'ils ont fait leur délire thématique et du coup on perd un petit peu l'essentiel. Les règles sont pas ultra parfaites, mais en vrai le jeu est tellement simple que très rapidement on comprend comment fonctionnent les règles. Même si j'ai fait une erreur de règle pendant ma partie, mais c'est pas très grave. Moi, ce que je lui reprochais finalement, c'est que je trouvais ça un peu chiant. Parce que c'est un jeu de pli, et en plus d'être chiant, c'est que c'est frustrant. Certes, vous avez vos alliés, vous pouvez essayer de vous creuser la tête pour gérer vos alliés, pour réduire le hasard. Il va arriver assez souvent que la carte adverse, vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est dû souvent sur la dernière carte de votre main, alors peut-être pas si souvent que ça, mais souvent c'est du all-in, vous misez tout, vous avez peut-être 25% de chance que ça passe ou que ça passe pas, vous l'avez dans l'os si ça passe pas, et très rapidement, comme le scoring à atteindre pour gagner est assez compliqué à voir, très rapidement vous pouvez savoir que vous avez perdu après 2 tours de jeu, et c'est quand même un petit peu frustrant. Donc, j'ai découvert avec ce jeu que j'étais pas un gros fan de jeux de pli et qu'il y avait quand même un peu trop d'aléatoire, même s'il y a moyen de mitiger, mais qu'il y a quand même un peu trop d'aléatoire. Et du coup, j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin. Et finalement, la vidéo que j'ai tournée, j'étais au calme, je pouvais vraiment réfléchir à mes pouvoirs, et je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même plaisant quand on a une main un peu pourrie et de réussir à s'en sortir parce qu'on a bien utilisé les pouvoirs dans les bons sens, qu'on a réussi à défausser des cartes ou justement de les mettre dans la pile de score et que c'était des cartes toutes pourries grâce à nos alliés qu'on a bien choisis. Et ça, c'est vrai que le choix des pouvoirs des alliés, l'activation, le moment de l'activation des pouvoirs des alliés, c'est quand même ultra présent. Et c'est vrai que j'ai refait 1 ou 2 parties depuis au calme et quand on réfléchit un peu plus, c'est beaucoup plus satisfaisant. Après, il y a comme toujours cette grosse part de frustration liée à l'aléa. Ma dernière, la partie filmée, je l'ai perdue sur une carte. J'avais à la fin la meilleure carte du jeu parce que j'avais un atout. Et voilà, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, c'est un jeu de pli. S'il y a du jaune qui sort, je suis obligé de jouer du jaune. Sinon, si j'ai pas de jaune, je peux jouer n'importe quelle couleur. Dans ce cas-là, j'ai perdu le pli. Par contre, le chef en lui-même, il va avoir une couleur. S'il est rouge,
et que la carte qui est tirée c'est du jaune et que j'ai plus de jaune, et que je joue du rouge, j'ai joué l'atout, donc j'ai forcément gagné la partie. Et c'est ce qui est arrivé dans ma partie vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu. La dernière carte que j'avais, c'était une carte de la couleur du chef, et c'était en plus la meilleure carte, la carte numéro 8. Donc il n'y avait aucune carte plus forte dans le jeu contre le chef, donc je savais, en ayant cette carte dans la main, que j'avais perdu, quoi qu'il se passe, ce fief-là, et en gros que j'avais perdu la partie. Et ça va quand même arriver assez souvent, donc ça va être un peu frustrant. J'ai fait peut-être 7 parties, j'ai pas gagné une seule fois. Je suis pas très fort non plus, hein, mais là, c'est quand même un petit peu frustrant. C'est quand même plaisant de se casser la tête pour les pouvoirs, mais c'est quand même trop d'aléas. Mais en même temps, c'est un jeu de pli, c'est bien normal. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces jeux. Quand même, une belle fournée, hein. Il n'y a pas de petits bousins sur ces 5 jeux. C'est comme ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, certains plus que d'autres, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Il y a un petit lien ou des petits liens affiliés en commentaire pour vous procurer les jeux sur le site Ludum. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!